Bonjour à tous les amis, alors là on va faire une vidéo qui va parler de ce Tour de France 2025. Le départ va se faire à Lille, la première semaine très intéressant avec 3 jours qui va se passer bien sûr dans le nord. On va parler aussi des favoris dans cette vidéo, du maillot vert, du maillot de grimpeur. Voilà, on va bien sûr dire de ce Tour de France, on va en parler des étapes, les étapes clés pour ce Tour de France. À la fin, vous aurez mon top 5 de ce Tour de France, qui finiront dans les 5 premiers, selon moi, un petit pronostic comme je l'avais fait pour le Giro. Et on est parti avec la première étape de ce Tour de France parce que le grand départ est du nord et ça va partir de Lille. Ils vont partir de Lille jusqu'à Lille. Ça va être quasiment 185 kilomètres. Et il y aura des petites côtes qui vont être répertoriées pour aller chercher ce premier maillot à points. Mais c'est pas des côtes extraordinaires. Nous avons la côte de Mont-Noir, le mont Cassel aussi, et la côte de Notre-Dame de Loré. Voilà, c'est des petites côtes qui sont des belles petites côtes du nord, mais qui vont pas faire trop de dégâts. Pour moi, je pense que cette première étape va être gagnée normalement par un sprinter ou normalement un sprinter. Normalement, c'est un sprinter qui devrait gagner cette première étape de ce Tour de France 2025. La deuxième étape de ce Tour de France va partir de Lowenc-la-Planque jusqu'à Boulogne-sur-Mer et surtout, elle va être longue cette étape parce que ça va faire 209 kilomètres. Alors on peut dire 209 kilomètres, c'est une étape assez longue. Surtout qu'à la fin, il y a des belles petites côtes. La côte je regarde sur mon papier, désolé, la côte de Oreto, 800 mètres à quasiment 8,8%, qui va être juste à quelques mètres de l'arrivée. C'est pour ça que dans cette étape-là, je pense que le maillot jaune qu'il avait eu à Lille risquera de perdre ce maillot jaune ce jour-là, dans cette petite côte-là. Et je pense que ça peut être un Van Aert ou un Alaphilippe ou quelque chose comme ça, un bon baroudeur, ou voire même un Van Der Poel qui pourrait avoir ce maillot jaune. Voilà. Après, peut-être un bon sprinter peut essayer de tenir, mais moi je partirais plus sur une étape de baroudeur dans cette étape entre Lowenc et Boulogne-sur-Mer. Voilà, on reste dans le nord. Voilà, c'est quand même une belle étape avec de belles petites côtes dans les 30 dernières kilomètres de cette étape. La troisième étape, alors c'est Valenciennes-Dunkerque. Pour moi, la troisième étape, c'est une étape encore pour les sprinters. Même s'il y a une petite côte, mais qui va pas faire énormément de dégâts. Hein. C'est le mont Cassel, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, le mont Cassel. 2,3 km à seulement 3,8%. Mais voilà, pour moi, c'est une étape qui va se finir au sprint. Un sprinter va gagner entre Valenciennes et Dunkerque. Voilà, ça va être une belle étape. En plus, c'est 178 km. Je pense que cette étape-là sera très intéressante de juste regarder les 30 derniers kilomètres où, voilà, on sait que ça va se finir dans un sprint massif, normalement. C'est pour ça que dans cette étape-là, pour moi, c'est un sprint qui va se faire. On passe maintenant à la quatrième étape. Alors là, c'est Amiens contre Rouen. Et là, ça va être une étape vraiment pour les baroudeurs. Je pense réellement que ça peut être pour les baroudeurs parce que vers la fin du parcours, l'arrivée à Rouen, nous avons 4 côtes. Je dis pas de bêtises. 5 côtes, excusez-moi, 5 côtes, dont la première, c'est la côte de Jacques Anquetil, 3,5 km à 3,6%. Une autre côte, la côte de Belbeuf, 1 km 3 à 9,1%. Une autre côte qui est la côte de
Beausécourt qui est 900 mètres à 7,2%. 7,2%. Et puis après, bien sûr, encore une côte, la côte de Grand Mare, 1,8 km à 5%. Et l'arrivée vers Rouen, qui est une montée de 800 mètres à 10,6%. Voilà, c'est un sprint vraiment pour baroudeur. Je pense que je pense pas que les favoris vont s'attaquer dans cette étape-là. Mais bon, voilà, je pense que en plus cette étape fait 174 km. Pour moi, cette étape-là, c'est vraiment pour un Van Aert qui pourrait être là, un Van Der Poel qui pourrait être dans un sprint comme ça, en costaud. Voilà, je pense que réellement, un Alaphilippe, un Michael Matthews qui, s'il arrive bien à gérer ces genres de montées. Mais voilà, pour moi, ça peut être soit un petit sprint à l'arrivée avec une vingtaine de personnes, soit peut-être un baroudeur qui partirait à la fin et qui se jouerait la victoire d'étape. On passe à la 5e étape qui est déjà pour moi une étape clé de ce Tour de France. Quand 33 km de contre-la-montre, ça commence à être intéressant parce que 33 km dans un contre-la-montre, c'est très intéressant. Là, c'est que du plat et là, ça peut être déjà un réel rendez-vous avec Pogačar, avec Evenepoel, avec vraiment les favoris. Alors, je pense réellement que là, ce contre-la-montre va faire des dégâts. On sait très bien que des leaders qui sont pas bons en contre-la-montre, ça risque d'être très compliqué cette étape-là entre Caen et Caen. Surtout que c'est que du plat et que bon voilà, ça va plus favoriser les rouleurs. Et je ne serais pas étonné, je vous dis, peut-être que dans cette étape-là, un Evenepoel pourrait avoir le maillot jaune après cette étape-là, parce que les premiers jours, le maillot jaune peut changer régulièrement. Voilà, comme je l'ai dit, comme c'est des étapes de sprint, de baroudeur, voilà, on peut avoir des maillots jaunes quasiment chaque jour. Mais là, je pense que là, c'est le premier grand rendez-vous. Et entre Caen, pour moi, là, je verrais bien Evenepoel en maillot jaune. Je pense que là, réellement, ou peut-être un favori prendre le pouvoir parce que je pense que c'est un contre-la-montre qui risque de faire un petit peu des écarts entre les favoris de ce Tour de France. On passe à l'étape 6 maintenant. L'étape 6 de ce Tour de France qui va se passer un peu quand même, une bonne partie en Normandie, entre Bayeux et Viré en Normandie, plus de 200 km cette étape, 201 km,5 et c'est encore une étape avec de belles petites côtes à la fin, encore une étape pour une échappée et pour des baroudeurs qui voudront se jouer la victoire d'étape. Bon, il y a bien sûr des côtes de 3e catégorie, des 4e catégories, voilà, une surtout à l'arrivée, qui va être quasiment presque à seulement 6 km de l'arrivée. C'est une côte, la côte de Vaudry, 1 km 2 à 7,2%. Voilà, c'est des petites côtes. Je pense pas que là, ça va faire d'énormément d'écart. Mais voilà, soit il y a des bons sprinteurs, baroudeurs qui arrivent à suivre et que ça peut se finir, comme je le dis, avec un petit groupe, ou sinon cette étape-là peut encore se finir avec une échappée, avec, comme je le répète sur les autres étapes, un Van Der Poel, un Alaphilippe qui pourrait gagner ce genre d'étape là, ici, en Normandie. Et là, on passe à l'étape 7. Étape 7 en ce vendredi 11 juillet. On sera le 11 juillet. Et c'est Saint-Malo, Mur de Bretagne. Et ils arrivent en plus à Mur de Bretagne. Franchement, Mur de Bretagne, c'est 3e catégorie. Et c'est quand même 2 km à 7%. On sait bien qu'à Mur de Bretagne, Villermoz s'était imposé. Dan Martin s'était aussi imposé. Si je dis pas de bêtises, Alaphilippe ou Van Der Poel, je sais plus lequel des deux avait gagné dans ce genre d'étape. Mais voilà, pour moi, ça peut être un bon roudeur ou même une année. Cadel Evans avait gagné en 2011. La première arrivée au Mur de Bretagne, c'était Cadel Evans, un favori à l'époque, qui avait gagné cette étape. Alors, on n'est pas à l'abri qu'un Pogačar puisse gagner ce genre d'étape-là, cette étape 7 entre Saint-Malo et Mur de Bretagne, qui va faire plus de 196 km dans cette étape. Alors là, c'est l'étape 8. Alors l'étape 8, franchement, c'est entre Saint-Maine-le-Grand, Laval, 171 km. Une étape vraiment pour les sprinteurs,
ça va arriver. Alors oui, il y a une toute petite côte quasiment juste à la fin. C'est une côte de 900 mètres à 3,8% qui va rien faire comme dégâts. C'est pour ça que ça, franchement, c'est une étape. Je pense qu'on va vite s'emmerder à regarder cette étape-là. Et pour moi, je pense clairement que cette étape-là, voilà, vous regardez juste les 15 derniers kilomètres, je vois un sprint massif à Laval dans cette étape-ci, la 8e étape. Que dire de l'étape 9? L'étape 9, eh ben, voilà, c'est pareil. Chinon-Châteauroux, 174 km. Encore une étape pour les sprinteurs. Voilà, pas trop intéressant à dire cette étape-là. Voilà, c'est encore des sprints. Voilà, ça va se jouer pour le maillot vert. Voilà, est-ce que ça va frotter un petit peu? Est-ce qu'il y aura un petit peu de vent? Parce que tu peux te dire, il peut avoir un petit peu de vent dans cette région, un petit peu dans le centre de la France. Mais pour moi, je pense pas. Entre Chinon et Châteauroux, victoire, je pense qu'il y aura du sprint. Voilà, ça sera un sprint, ça sera Philipsen qui peut gagner. Ça va être peut-être Tim Merlier. Voilà, je pense que là, clairement, ça va être un sprint massif à Châteauroux. Étape 10. L'étape du 14 juillet et elle est belle avant bien sûr l'étape de repos qui se fera le mardi le 14 juillet, 165 km entre Eneza, je sais pas si ça se prononce comme ça, excusez-moi pour ce village là, jusque le Mont d'Or Puissancy. C'est vraiment une étape où je pense que une échappée peut aller au bout, mais je pense que les favoris vont déjà se jauger parce que c'est la première étape de moyenne montagne, parce que déjà on va avoir le premier, c'est la côte de l'Aubérac, 4,1 km à 6,3%. Une autre côte, c'est la côte de la Baraque, 4,8 km à 7,4%. La côte de Charade, 5,1 km à 6,8%. Une autre côte, la côte de Berzé, qui est à 3,4 km à 7,4%. Et puis après, il y a d'autres côtes encore. Le col de Guéry, 3,4 km à 6,7%. Le col de la Croix, Noran, 3,4 km à 5,7%. Et l'arrivée, bien sûr, au Mont d'Or Puissancy, qui bien sûr 3,3 km à plus de 8%. Alors oui, c'est des cols ou des côtes pas très longues, mais on a vu les pourcentages. Il y a des pourcentages assez faciles dans certains cols, dans certaines côtes ou cols. Mais voilà, surtout la fin, ça paraît difficile. C'est pour ça que même un favori peut gagner cette étape. Je dis pas qu'un favori peut gagner cette étape. Je pense plus que cette étape-là sera quand même réservée pour moi à une belle échappée. Et puis après, peut-être que les favoris, si Evenepoel est toujours maillot jaune, peut-être qu'ils voudront essayer de titiller Evenepoel si il est maillot jaune avec le contre-la-montre qu'il y a eu à Caen. Après, bien sûr, la journée de repos du mardi, et bien là, l'étape 11, parce qu'on était à l'étape 10, étape 11, ça va être Toulouse. Voilà, ils vont partir du stadium. Apparemment, c'est vers le stadium de Toulouse qu'ils vont partir. Et l'arrivée se fera vers le Capitole. Alors, attention, parce que tout le monde pense que Toulouse peut se finir dans une étape de sprint. Attention, parce que bon, il y a certes des petites côtes au début de l'étape. Bon, c'est des côtes de 4e catégorie qui, bon, vont pas faire trop de dégâts. Mais attention à cette côte. Alors, pourtant, je suis de la région de Toulouse, je vous le dis. Mais je ne connais pas cette côte qui est la côte de Pêche David. Dans les commentaires, dites-moi si vous la connaissez, la côte de Pêche David, qui est quand même 800 mètres à 12% de moyenne. C'est quand même un truc de fou. 12% de moyenne. Et c'est surtout, si je dis pas de bêtises, à 8 km de l'arrivée au Capitole. Alors, pour moi, je pense que réellement, cette côte-là peut faire très très mal à des sprinteurs. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que les sprinteurs vont réussir à passer cette côte? Parce que si les sprinteurs arrivent à passer cette côte-là, pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, ça se finira au sprint. Mais si les sprinteurs n'arrivent pas, ça peut faire comme d'autres étapes, des baroudeurs,
un bon rouleur qui peut partir dans cette côte-là et gagner avec un petit groupe à la fin. Est-ce qu'une échappée peut aller au bout? Voilà, je pense que c'est quand même une étape très intéressante parce qu'on pourrait se dire Toulouse-Toulouse, ça se finirait au sprint. Eh ben non, je pense que cette étape-là, voilà, en plus c'est 156 km à quasiment, oui, 156 km,8, ça veut dire 157 km. Mais voilà, pour moi, soit ça va être une étape un petit peu avec pour les sprinters ou voire sprinter baroudeur. Et cette étape-là, étape 12, Auch, Hautacam, voilà, la ville mis en valeur, ma ville natale mis en valeur, le Gers mis en valeur avec l'arrivée à Hautacam. La dernière fois qu'ils étaient arrivés à Hautacam, 2022, victoire de Vingegaard, un maillot jaune qui avait fait exploser Pogačar. Est-ce que là, il y aura le même scénario dans cette étape-là? Surtout contre Hautacam, première partie dans le Gers. Pas énormément, bon, parce que dans le Gers, c'est plat. Et puis après, on va arriver côte de la Bête-Animal, 1,3 km à 6%. Rien de bref, hein, voilà, tranquille. Puis après, nous avons le col du Soulor de ce côté-là, de Ferrières, du côté de Pau, 11 km 8 à 7,3%. Puis après, on va redescendre vers Argelès-Gazos. Et là, on va pas prendre directement Hautacam. On va faire un petit tour vers le col de Bordère, qui est 3,1 km à 7,7 km. Attention à la descente, parce que la descente est assez technique du col de Bordère. Et s'il y a des gravillons ou quelque chose comme ça, il peut avoir peut-être des chutes. Alors attention, si elle n'est pas très bien, s'il y a quelques gravillons et tout ça, attention parce qu'elle est quand même assez technique. Et bien sûr après, le fameux Hautacam, 13 km 5 à 7,8%. Mais surtout, il y a des passages entre le 7e et 9e kilomètre, des passages à 8,2%, à 10,3%, 11,3%. Et puis après, ça se calme un petit peu, mais ça revient à 10,4% juste à 3 km de la fin. Hautacam, c'est quand même assez terrible. En plus, cette étape-là fait quasiment 180 km. Voilà, c'est la première grosse étape de montagne. Je pense que là, il y aura un combat acharné entre Pogačar et Vingegaard. Je pense que Pogačar voudra sa revanche de 2022. Comment ne pas parler pour moi d'une étape clé de ce Tour de France? C'est l'étape 13 qui fait seulement 10,9 km. 11 km, hein, on peut dire, hein, 11 km entre Loudainvielle jusqu'à l'Altiport de Peyragudes. Alors là, c'est clair. Tu as seulement 2 km de plat. Et puis après, tu as 6 km d'une montée de Peyragudes qui est pas simple parce que voilà, mais qui est quand même un col assez calme. Bon voilà, qui a des pourcentages entre 6, 7, 8%. Et puis après, l'Altiport qui est quand même assez terrible, l'Altiport de Peyragudes, avec des passages à plus de 16, 18%. Voilà, c'est vraiment terrible l'arrivée à Peyragudes. Il y a une année, Romain Bardet avait gagné en 2017, si je dis pas de bêtises. Oui, 2017, où Romain Bardet avait gagné. Et puis après, Froome avait perdu son maillot jaune parce que dans cette étape-là, même les 500 derniers mètres qui sont quasiment presque 16-17%, là tu peux perdre facilement 30 secondes. Et là je me dis, franchement, cette étape-là, franchement, un Pogačar ou un Vingegaard voudra frapper très très fort. Et voilà, c'est un contre-la-montre. Pour moi, c'est l'une des étapes clés de ce Tour de France entre Loudainvielle et Peyragudes. L'Altiport de Peyragudes. Étape
14. Et là aussi, il faut en parler parce que l'étape 14, ils arrivent à Super Bagnères. Ça faisait longtemps que Super Bagnères n'était pas arrivé. Une arrivée au Tour de France. Il part de Pau. Pau, qui est généralement ville départ ou ville d'arrivée. Voilà, on sait très bien que Pau, c'est une ville du Tour de France. Régulièrement, Pau est ville d'étape ou ville d'arrivée sur le Tour de France. Et je pense qu'entre Pau et Luchon Super Bagnères, plus de 182 km dans cette étape-là, mais que ça va être dur. Que ça va être dur. Col du Tourmalet. Tu te tapes le col du Tourmalet de ce côté-là, quasiment 19 km à 7,4%. Mais on sait très bien que le Tourmalet, c'est quand même assez terrifiant et très dur. Alors c'est pour ça que le Tourmalet va être assez dur dans les jambes dès le début, pas le début, mais on sera quasiment à 89, il va rester 92 km et là à l'arrivée en haut du Tourmalet. Et puis après, tu redescends, tu arrives vers Pailleul et après Pailleul, tu as le col d'Aspin. De ce côté-là, bon, c'est 5 km à 7,6%. Tu es un petit peu dans la forêt. Bon, voilà, c'est un petit peu pour te dégourdir un peu les jambes. On sait que le col d'Aspin de ce côté-là, c'est quand même assez simple. C'est pour ça que je pense pas qu'il y aura trop de dégâts. Et puis après, le col de Pierre-aux-Sourdes, que tu reprends encore, que tu avais fait la veille en contre-la-montre, qui fait bien sûr 7,8%. Tu redescends à Luchon. Et là, tu prends la montée de Super Bagnères. Super Bagnères qui est quasiment 12,4 km, 12,5 à plus de 7,3 de moyenne. Mais avec des passages, surtout les derniers kilomètres, à ce que je vois là sur mon catalogue. C'est pour ça que de temps en temps, je regarde mon catalogue. À plus de 10%. Après, c'est une montée assez régulière. Hein. Le début, 8, 7, 6. Voilà, à un moment donné, tu as 6%. Mais voilà. Après, tu as 10,2% en plein milieu, mais surtout la fin, voilà, avec ce dernier kilomètre à 10%. Et puis après, bon, la fin, bien sûr, comme c'est dans une arrivée en station, tu as quasiment presque la fin qui est un petit peu à 4, ah non, excusez-moi, à 8,1. Voilà, parce que ça redescend un petit peu, mais tu arrives quasiment dans la station. Et là, je me dis, si les favoris ont fait des dégâts dès le début, dès les premières étapes, je veux dire au Shotakam, lors du contre-la-montre, cette étape-là peut être gagnée par, je sais pas, je vais vous dire un genre Lenny Martinez ou des bons grimpeurs qui auraient perdu énormément de temps, qui joueraient plus le général. Pourquoi pas que cette étape-là pourrait être très intéressant. Après, bien sûr que les favoris voudront mettre tout en œuvre pour gagner à Otakam, gagner le contre-la-montre et gagner aussi l'étape à Super Bagnères qui sera la dernière étape de la chaîne des Pyrénées. Mais je sais pas pourquoi, je pense qu'on va se régaler dans les Pyrénées avec bien sûr la première étape qui va partir de ma ville natale à Auch avec une arrivée à Otakam après le lendemain avec le contre-la-montre qui va être très intéressant. Et puis après, l'arrivée bien sûr à Super Bagnères. Et là, l'étape 15. Alors bon, juste avant la journée de repos, franchement, j'aurais mis peut-être la journée de repos, peut-être pas un dimanche. Mais c'est vrai que bon, une étape comme ça, avant la journée de repos, entre Meuré et Carcassonne, 169 km. Alors oui, il y a quelques petits cols par-ci par-là. Mais bon, des petites côtes. Excusez-moi, je fais souvent le lapsus entre côte et col. Mais voilà, c'est des petites côtes par-ci par-là. Franchement, cette étape-là, Meuré-Carcassonne. Alors, est-ce que s'il y a la fatigue des sprinteurs, il y a la fatigue, peut-être une échappée peut arriver à Carcassonne. Mais pour moi, je pense que les sprinteurs voudront cocher cette étape-là à l'arrivée à Carcassonne. Ensuite, le lundi, la journée de repos. Et là, l'étape 16 de ce Tour de France, Montpellier jusqu'au Mont Ventoux. Montpellier jusqu'au Mont Ventoux. Alors là, plus de 171 km,5 et surtout le Mont Ventoux. On espère tous que le Mont Ventoux puisse aller au sommet, en haut. Voilà, parce que
On sait très bien qu'avec le vent, ça peut être, on sait que les autres années, ça avait été annulé. Une année, il y avait Christopher Froome qui courait, qui avait plus son vélo. Alors on se dit, on veut que ça arrive en haut. Il y a une année où ils avaient monté 2 fois le Mont Ventoux et Van Aert avait gagné cette étape parce que c'était dans la descente, dans un petit village, en descendant vers Malocène. Voilà. Mais voilà, le Mont Ventoux, c'est quand même assez terrifiant, le Mont Ventoux. C'est quand même plus de 15 km, ils disent. Je pensais que c'était plus long. Voilà. Mais apparemment, ils disent que c'est quasiment 15,7 km à quasiment 8,8%. Et surtout, voilà, surtout que c'est terrible, c'est que bon, voilà, il y a des passages à 10% dès le début, 8,5, 9, 9. À un moment donné, bon, oui, ça repart à 5%, mais voilà, après de nouveau 8, et puis après, c'est terrible, surtout la fin, 9,2, 9,5, voilà, cette étape-là au Mont Ventoux, ça peut faire des dégâts, surtout s'il y a du vent, surtout s'il y a du vent. Ensuite, l'étape 17, alors là, l'étape 17, pour moi, c'est une étape pour les sprinteurs, là, ils vont se reposer, je pense que là, les favoris se reposeront. C'est entre Boulogne et Valence, 160 km. Alors oui, il y a des petites côtes par-ci par-là, mais franchement, ça sera un sprint à l'arrivée à Valence. Étape maintenant 18, si je dis pas de bêtises. Ouais, étape 17, étape 18. Et alors là, on repart. On repart avec moi, pour moi, une étape vraiment exceptionnelle et une étape qui peut être réellement en ce 24 juillet, l'étape 18 pour moi peut être sensationnelle. Il y a 3 cols hors catégorie, 3 cols hors catégorie. C'est entre Vif et Courchevel, en plus c'est 171 km. Premier col, col du Glandon, 22 km à 5,1%. Alors vous allez me dire 22 km à 5,2%. Voilà, c'est pas beaucoup, mais bon voilà, ça fatigue parce que voilà, t'es quand même hors catégorie et c'est un col long. Tu redescends, col de la Madeleine à plus de 2000 mètres aussi, 19 km à 7,8%. Voilà, là ça commence un petit peu à casser les jambes. Tu redescends, après tu as une grande vallée et après tu arrives à Courchevel, mais le col de la Loze est terrifiant. Le col de la Loze, c'est un col bien sûr hors catégorie, mais je vous dis pas, il fait exactement 26 km à 6,9%. Alors vous allez me dire 26 km, 6,9%, c'est pas énormissime. Mais si, parce que il y a des pourcentages très irréguliers. 5,9. De temps en temps, tu es à 4. De temps en temps, tu es à 9. Voilà, c'est un col vraiment très irrégulier. Tu as même des passages, des fois, à un moment donné, où tu es à quasiment 10% vers la fin. Alors voilà, je pense que ça peut être une étape quand même assez dantesque. Surtout qu'en plus, tu arrives à plus de 2300 mètres d'altitude. C'est pour ça que là, surtout s'il fait chaud, surtout que si tu as des défaillances, elle peut être terrible, cette arrivée, en plus, au col de la Loze et Courchevel. Et après, on n'a pas fini parce qu'il y a l'étape 19 entre Albertville et La Plagne. Et surtout que cette étape, elle fait seulement 129 km. Ça veut dire que c'est une étape très très courte. Après avoir fait le col de la Loze hier, elle est encore là. Et là, elle peut encore piquer cette étape. Elle peut vraiment piquer cette étape-là parce que t'as quasiment pas de plat. Dans cette étape, t'as que des montées, que des cols. T'as le premier, c'est la côte de Dérivy sur Ugine, excusez-moi, 11 km 3 à 5,1%. Après, tu as une autre, c'est le col des Saisies, 13,7 km à 6,4%. Le col de Prix, hors catégorie, parce que c'est 12 km 6 à plus de 7,9%. Et là, c'est pour ça que c'est en hors catégorie. Le cornet de Roseland, qui est après en deuxième catégorie, parce que c'est 5,9% à 6,3%. Et puis après, tu arrives à La Plagne. Encore La Plagne, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas été arrivés à cette station où
à ce col-là, cette station, La Plagne, qui est 19 km à plus de 7,2%. C'est pour ça, en plus encore, à plus de 2000 mètres d'altitude. Et La Plagne, alors bon, c'est quand même terrible. Au début, c'est du 7%, 4, à un moment donné 9, 7, 9, 4, 8, 6. Voilà. Après, c'est quand même assez régulier. Et puis après, la fin, il y a plus des pourcentages, surtout rouge, bleu. Et voilà. Cette étape-là peut être aussi, ça peut piquer, ça peut vraiment piquer dans les jambes, cette étape-là, à l'arrivée, à La Plagne. Et c'est là où je pense, vu les autres étapes qui vont arriver, l'étape 20 et l'étape 21, c'est pour moi l'étape qui peut encore vraiment faire des dégâts pour le Tour de France. Maintenant, on va passer à l'étape 20. C'est entre Natua jusqu'au Pontarlier. 184 km. Mais pour moi, là, je pense que c'est une échappée qui va aller au bout. Je vois pas. Alors oui, il y a des petites côtes par-ci, par-là. Mais bon, vu ce qui s'est passé la veille et vu les étapes qui ont été terribles dans cette dernière semaine du Tour de France, pour ma part, je pense pas que là, les favoris voudront faire quelque chose. Surtout que là, je pense que c'est quand même une belle échappée qui voudra se montrer dans cette dernière étape là entre Nantua et Pontarlier. Alors oui, peut-être que si tu as un podium à jouer, peut-être que ils vont titiller pour un podium. Mais pour moi, franchement, entre Natua et Pontarlier, je pense que c'est une échappée qui va aller au bout et que les favoris vont rester tranquilles. Et on termine avec bien sûr la dernière étape. Alors normalement, la dernière étape, tout le monde pensait que ça pouvait être une arrivée au sprint. Entre Mantes-la-Ville et Paris, les Champs-Élysées, 132 km. Mais attention, cette année, ils passent par Montmartre. Montmartre qu'ils avaient fait aussi lors du dernier Paris aux Jeux Olympiques, où Evenepoel s'était imposé. Et attention, parce que à seulement, si je dis pas de bêtises, 6 km de l'arrivée, à la côte de Montmartre, qui est quand même 1 km à 5, quasiment 6%, tu peux te dire, à 6 km de l'arrivée, attention que là, il n'y ait pas un sprint massif aux Champs-Élysées. Possible que ça se finisse sans qu'il y ait... alors, je pense que ça sera un petit groupe. Je vois pas un genre de Vinokourov comme il l'avait fait en 2003 quand il avait gagné en solitaire. Mais peut-être qu'il n'y aura pas un sprint massif lors de cette dernière étape du Tour de France. Maintenant, on est parti pour faire, pour moi, les favoris au maillot vert. On va commencer tout d'abord. Je pense que s'il faut, ça va être la vidéo la plus longue. Mais bon, voilà, je voulais vraiment parler de ce Tour de France qui risque d'être pour moi exceptionnel et de ma deuxième passion. Et on commence bien sûr pour ce fameux maillot vert. Qui va aller chercher ce maillot vert du meilleur sprinter et bien sûr du meilleur baroudeur, parce que les dernières années, bon oui, il y a Germain qui l'avait eu, Philipsen, mais il y a eu des Sagan, il y a eu des Van Aert qui l'ont eu. Alors voilà, pour moi, les favoris au maillot vert, Van Aert qui va être là, Van der Poel, s'il le joue à fond, je pense qu'il peut être vraiment un réel candidat au maillot vert. Après, ça dépend parce que Van der Poel a eu le maillot vert quand au Critérium du Dauphiné. Là, on sait bien que comme il y a des étapes aussi de sprint, il va peut-être faire engager, être le coéquipier de Philipsen. Et voilà, ça peut être aussi Philipsen qui peut avoir aussi ce maillot vert. Germain, qu'il a eu l'an dernier, voudra défendre ce maillot vert qu'il avait gagné l'an dernier sur le Tour de France 2024. Boss, même si bon pour moi, Philippe Boss, j'y crois pas trop à ce maillot vert là. Tim Merlier, attention à Tim Merlier qui est en bonne condition pour aller chercher aussi ce maillot vert. Et puis après il y a Arnaud Delis, mais bon voilà, Arnaud Delis, pour moi je l'ai mis, mais je suis pas sûr qu'il puisse aller chercher ce maillot vert. Maintenant les amis, on est parti, comme vous avez pu le constater, pour les favoris à ce fameux maillot à poids. Alors pour le maillot à poids, bien sûr, il y a les favoris, bien sûr, à la victoire finale au Tour de France. Les Pogacar, les Vingegaard,
qui peut avoir maillot jaune et aussi maillot à pois. Parce que s'il gagne des étapes et que ça rapporte pas mal de points, il peut bien sûr récupérer ce maillot à pois. Et puis après, il y en a d'autres où j'ai mis Lenny Martinez, que je pense qu'il peut essayer de faire une belle place au Tour de France. Mais bon, pour moi, j'aimerais bien que Lenny Martinez, entre parenthèses, là on va parler, j'aimerais bien que Lenny Martinez puisse espérer faire un top 10 et jouer à fond ce maillot à pois. J'aurais des regrets que Lenny Martinez finisse. Alors s'il finisse dans le top 5, vous verrez mon classement final. Mais franchement, si Lenny Martinez finit dans le top 5, ça serait exceptionnel sans le maillot à pois, voilà. Mais franchement, j'aimerais bien qu'il joue à fond. Et Lenny Martinez, pour moi, a de réelles chances de ramener ce maillot à pois. S'il joue pas trop le général, même si il essaie de faire un top 15 ou un top 10, ça serait très intéressant pour le Français Lenny Martinez. Richard Carapaz, qui avait eu le maillot à pois l'an dernier. Voilà, il avait joué le général au début et au final après, il a pris ce maillot et je pense que ça peut être encore une solution. Il a fait le Giro où il a fini à la 2e place. C'est pour ça que pour moi, Carapaz va pas jouer le général et va jouer à fond ce maillot de meilleur grimpeur. Et après, tu as Buitrago, que je me dis pourquoi pas aussi. Et puis après Dunbar qui pourrait aussi aller chercher aussi ce maillot à pois, même si bon, Buitrago et Dunbar, j'y crois pas. Pour moi, je pense plus que des Pogačar, Vingegaard, Lenny Martinez ou Richard Carapaz peut aller clairement aller chercher ce maillot à pois. Et ce sont les favoris pour moi. Et maintenant, comme vous l'avez pu le constater, on va passer pour moi aux favoris. Après, bien sûr, pour ce maillot jaune. Bien sûr, après aussi, les favoris pour le podium que vous aurez aussi là. Et les outsiders pour aller chercher un top 5 ou un top 10. Alors, on va commencer tout d'abord par les outsiders. Et pour moi, les outsiders, Carlos Rodriguez. Souvent, Carlos Rodriguez, c'est très compliqué d'aller chercher un podium. Mais il peut viser un top 5 voire un top 10. Pour moi, je pense que clairement, cette année au Tour de France, je serais pas du tout étonné qu'ils finissent à la 5e place ou à la 10e place. Pour moi, Carlos Rodriguez sera entre la 5e et la 10e place. Nous avons aussi un O'Connor qui va faire aussi ce Tour de France et que pour moi, je serais pas aussi étonné qu'il finisse entre la 5e et la 10e place. Jorgensen qui va être un lieutenant et un coéquipier de luxe à Vingegaard pour aller chercher ce Tour de France. Pourquoi pas? C'est pour ça que je pense clairement que Jorgensen, l'an dernier, si je dis pas de bêtises, il avait fini autour de la 8e place. Je serais pas étonné qu'il finisse aussi autour de la 5e, voire la 10e place. Skelmoz aussi, qui peut être très bon contre la montre. Après, en haute montagne, je sais pas trop comment il est. C'est pour ça que je m'avance pas trop. Pour moi, Skelmoz, je pense que si il est dans un top 10, s'il est 10e ou 8e, ça sera très bien pour lui. Nous avons notre Français, comme je l'ai dit, s'il joue pas trop le maillot à pois, mais s'il veut jouer le maillot à pois, et pourquoi pas aussi un top 10, c'est Lenny Martinez, qui peut clairement jouer sa carte pour le maillot à pois et un top 10. Moi, je serais ravi qu'un Lenny Martinez finisse top 10. Bon, après, s'il peut être le plus haut possible, eh ben, qu'il nous fasse rêver. Mais voilà, je pense que le top 5 sera très compliqué, même si on n'est pas à l'abri. Mais voilà, Lenny Martinez, là, pourquoi pas. Eric Mas aussi, parce qu'on sait très bien que Eric Mas, pour moi, s'il n'a pas de pépin, s'il chute pas, il va être clairement entre la 5e et la 10e place. Et puis après, nous avons Philippe Sgall qui est aussi là pour aller, pourquoi pas, viser un top 10. Après, nous avons ceux qui doivent viser pour moi le podium par rapport aux deux extraterrestres hein, que je vais vous citer. Ben, Evenepoel, pour moi, il a fini 3e l'an dernier. Franchement, la continuité voudrait dire qu'ils finissent 3e. Mais attention, parce que certes, là, les premières étapes, comme je vous l'ai dit, c'est plus pour un Evenepoel. Mais attention, parce qu'après, avec les dernières semaines avec la montagne, ça me paraît un petit peu compliqué. Même si Evenepoel peut vraiment croire à ce podium. Almeida aussi. Parce qu'Almeida, c'est un petit peu, mais je pense qu'il est quand même un peu meilleur qu'Evenepoel en montagne. Il a bien montré qu'au Tour de Suisse et que aussi au Tour de Romandie, il est là au rendez-vous. Alors pour moi, Almeida peut jouer aussi un podium. Lipovic aussi,
Mais, je sais pas, Lipovic comme Roglic, je me dis, Roglic, alors oui, il a chuté, il a abandonné au Giro, mais Lipovic, je sais pas si ça peut tenir 3 semaines. Alors oui, je le mets parce qu'il a fini troisième sur le dernier critérium du Dauphiné. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop s'il peut arriver à tenir cette cadence, Lipovic. Et puis après, nous avons Roglic. Mais on sait tous que Roglic, à un moment donné, il peut être sur le podium et totalement péter ou chuter et abandonner. C'est pour ça que moi, je pense que ça va être peut-être plus Evenepoel ou Almeida pour un podium que par rapport aux autres là, qu'un Lipovic, qu'on sait pas trop sur 3 semaines, et un Roglic qui peut peut-être chuter. Et bien sûr, les deux grands favoris, hein, Pogacar et Vingegaard. Voilà. Est-ce que Vingegaard va aller chercher son troisième Tour de France? Est-ce que Pogacar va encore totalement dominer et aller chercher, bien sûr, son quatrième Tour de France? Et les amis, parce que là, ça fait long, et ben voilà, vous aurez enfin mon top 5 du Tour de France. Alors, le top 5 du Giro, ça a été une catastrophe, je l'avoue. Franchement, voilà, j'avais pas bu bon. Je pense que le Tour de France sera quand même un petit peu meilleur. Et ben voilà, vous l'aurez dans quelques instants. Mais voilà, je pense que ce Tour de France-là va être très intéressant. Et ben, pour moi, en 5e position, et là, je laisse un petit peu le suspense. Je pense que j'ai hésité. J'aimerais qu'il y ait un Français, mais pour moi, cette 5e place, ça sera Carlos Rodriguez. Pour moi, comme je l'ai dit, je pense que Carlos Rodriguez, s'il veut vraiment passer un cap, s'il veut vraiment faire un bon Tour de France, c'est une 5e place. Voilà, c'est vraiment une 5e place. 4e, Evenepoel, comme je vous l'ai expliqué. Je pense que Evenepoel finira 4e parce que je suis pas serein avec les dernières étapes du Tour de France pour lui. C'est pour ça que Evenepoel, je ne le vois pas sur le podium cette année. 3e, Almeida. Voilà, je pense qu'il y aura un inverse de l'an dernier. L'an dernier, Almeida avait fini 4e, Evenepoel a fini 3e. Je pense que cette année, il peut avoir, si bien sûr, il n'y en a aucun qui chute, hein, parce que bien sûr, on peut avoir des joueurs qui peuvent se chuter, hein, des cyclistes. Mais voilà, pour moi, je pense que Almeida, franchement, c'est l'année où il peut viser un podium sur le Tour de France. Ça, c'est clair et net. Et deuxième, alors peut-être je vais vous choquer, mais deuxième, je pense que je vois Pogacar. Je sais pas pourquoi. Pogacar, je pense que là, il en a trop fait. Je pense qu'il va vouloir en faire trop dans le début du Tour de France. Même dans les Pyrénées, il voudra se montrer. Et qu'il y en a un, s'il est là, s'il n'a pas pris un pet dans les Pyrénées, c'est Vingegaard qui peut tout éclater dans les Alpes. Et c'est pour ça que je me dis que, bien sûr que Pogacar, il peut gagner. Mais je sais pas, je sens que cette année, Vingegaard va gagner le Tour de France. Et je pense que ça va être hyper serré entre les deux. Dans les Pyrénées, je dirais plus un avantage à Pogacar. Mais je pense que clairement, Vingegaard va faire la différence lors des Alpes. Et que je pense que c'est Vingegaard qui va gagner ce Tour de France. Dites-moi en commentaire votre top 5 ou votre podium. Qui voyez-vous gagner ce Tour de France? Est-ce que vous voyez Lenny Martinez créer la sensation? Voilà, allez-y. Voilà, je pense que cette vidéo a duré assez longtemps. Mais bon, voilà, j'ai voulu surtout parler de ce Tour de France. J'espère ce Tour de France qui va être exceptionnel. Je serai au départ de Hoche. J'irai voir le contre-la-montre aussi à Loudunvielle. Je serai à Super Bannière. J'essaierai de mettre quelques petites vidéos. Je sais pas, je pense que ça sera plus sur TikTok que sur YouTube. Mais voilà les amis. On va se régaler. Et oui, il n'y a plus de foot, mais il y a du vélo. Ciao, vive le vélo. Vive le Tour de France. Et que le meilleur gagne entre Vingegaard et Pogacar. Hein. Et on espère que les Français nous fassent rêver. On espère que les Français nous fassent rêver. Allez, si vous voulez que je vous dise Lenny Martinez, allez, 7e Lenny Martinez. Voilà, 7e Lenny Martinez avec le maillot à pois.
Allez, c'est noté. Et si c'est pas ça, eh ben, vous pourrez me charrier.